toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux ici dans le cadre du cycle Effondré, qui est une opération un peu folle, puisqu'il s'agit, dans les circonstances que vous connaissez et qui sont les nôtres, pendant 11 jours, à travers plus d'une vingtaine de lieux de la ville, de parler, c'est difficile de savoir comment il faut le nommer, mais le cycle il s'appelle Effondré, donc on a une petite idée qu'il s'agit de parler d'effondrement. Tout de suite, on peut remercier et féliciter Jonathan Lobos du Théâtre du Bruit, qui a eu la persévérance et le courage de dire qu'on n'allait pas s'arrêter malgré la crise du Covid, le coronavirus. On remercie évidemment infiniment le Périscope de nous accueillir aujourd'hui. Il y a une salle qui est très importante dans l'écosystème lyonnais, en particulier en raison du nombre de concerts qu'il propose, et puis de son attention, son soutien, son engagement au service des musiques innovantes et d'autres événements culturels. Apocalypse, c'est le titre de ton spectacle, Sarah Marzouk, de Marzouk Machine. Ouais, Sarah Doga, ouais, Marzouk. Et puis Jonathan, c'est pas parce qu'on est dans un cycle effondré qu'on va être effondré, pas forcément. Peut-être, oui. On va voir. Alors, ce que je vous propose à l'un et à l'autre, pour commencer, c'est de présenter un petit peu dans quel cadre vous travaillez, ce que vous proposez actuellement, présentation, puis après on va rentrer dans la boîte noire de cette manière de créer, puisque, a priori, c'est pas évident de créer dans ces circonstances. Sarah, est-ce que tu nous parlais un petit peu C'est moi de commencer ? Si ça te va. J'ai la Si parole. vous en êtes d'accord. Ouais, ok, super. Et bonjour tout le monde déjà. Donc moi j'ai créé un spectacle qui s'appelle Apocalypse, mais je voudrais savoir si dans la salle il y en a qui l'ont vu. Je ne pense pas. Donc du coup je vais essayer d'avoir une description qui permette de donner un peu un univers, que vous puissiez savoir un peu de quoi on va parler après dans la suite des échanges, et que ça puisse vous nourrir de questions aussi. Donc moi la compagnie de théâtre que je dirige s'appelle Marzouk Machine, et c'est une compagnie de théâtre de rue. Donc, qui a quand même, voilà, la rue, elle a quand même, c'est vrai que son esthétique un peu propre par rapport à la salle, et un public aussi qui est très différent. Donc moi j'ai créé la compagnie en 2014, je voulais faire de la mise en scène, et j'avais envie de porter au plateau, enfin de faire des spectacles de rue, et de porter toujours des sujets de société, ou intimes, en tout cas des sujets qui me questionnaient moi en tant que citoyenne. Je suis plus portée par les sujets de société que les sujets intimes, même si au final ça se recoupe, et l'effondrement c'est typiquement un sujet où j'ai recoupé tout ça, parce qu'on aborde au final beaucoup de choses qui sont juste notre relation à plein de choses, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire, voilà, donc un premier spectacle qui a été créé par la compagnie que j'ai dirigé au début, qui s'appelle Tripalium, qui est un spectacle sur le travail, et parce que je me questionnais vraiment c'était un de mes premiers questionnements, j'étais plus jeune, sur voilà, la place qu'on donne au travail dans notre société, pourquoi ça en vient presque à être la chose qui légitime notre existence. Enfin voilà, le clivage un peu actif-non actif, donc je suis partie de ça, et puis à la fin de cette création j'étais encore dans plein de trucs où je me disais mais on vit vraiment une époque d'humanité particulière, donc c'était il y a 5-6 ans, j'avais 26, 27 ans, je sais plus trop, et je me disais mais quand même, est-ce que c'est moi qui vis ce que vivent toutes les jeunes générations à leur époque, notre monde c'est vraiment de la merde, c'est bizarre, ou est-ce que vraiment notre monde c'est vraiment de la merde et c'est bizarre, en gros, pour être très très vulgariser la chose. Et je me disais mais c'est fou, il y a un cynisme terrible des générations de nos parents ou grands-parents. À tous les repas de famille, il y en avait toujours un qui finissait par dire en tout cas vous les jeunes, bon courage, hein. Allez, champagne, Noël, joyeux Noël. Et du coup je trouvais ça d'un cynisme terrible qui m'amusait beaucoup, paradoxalement, parce que j'aime bien les créations assez cyniques. Moi, Apocalypse, c'est quand même, il y a beaucoup d'humour noir quand même dans la manière d'aborder le truc. Voilà, ça c'est une forme qui me parle. Donc du coup je me suis dit j'ai envie de creuser ça. Est-ce que, ok, tout va mal, on est dans un truc de multicrise, une crise. Le premier truc qui m'avait porté, moi, c'était vraiment l'impuissance qu'on peut peut-être ressentir. Je me disais mais
je croyais que, enfin, j'étais très, bon, avec ma naïveté quoi, de jeune citoyenne, me dire mais je croyais qu'on était dans un pays démocratique où le peuple a le pouvoir, hein, pouvoir au peuple, où on peut voter, etc. Mais clairement, c'est une imposture. Donc je réalisais un peu ça. Et en même temps, l'imposture démocratique de du coup pouvoir gérer et s'impliquer, avoir des moyens d'action dans toutes les crises qu'on pouvait percevoir, quoi, écologiques, économiques, sociales, etc. Et donc je suis partie de ça. Et puis en creusant tout ça, je suis arrivée à me dire bon, eh bien alors on va s'amuser à se dire que tout ça va finir en apocalypse. Donc j'étais encore un peu dans ce truc de me dire que c'était un peu tiré par les cheveux de se dire ça, que moi je vais m'amuser en tant qu'autrice de me dire que l'homme va s'autodétruire par son propre système. Et donc je commence à écrire un scénario à partir de ça. Voilà, je dis aux copains de la compagnie avec qui je travaille, donc je travaille avec les mêmes comédiens et quelques d'autres qui se sont rajoutés depuis le début de la création. On s'est rencontrés au Croiseur, dans l'école qui était là où ceux qui ont vu le spectacle de Jonathan hier étaient, où il y a une école de théâtre là-bas. On se suit depuis le début, donc moi je mène les créations. Et donc je leur propose, ça va s'appeler Apocalypse, voilà, je creuse. Et puis j'en discute, je raconte un peu, tu me dis si je dis pas dans les deux. Je raconte un peu comment c'est arrivé ce spectacle, parce que c'est assez drôle, pour moi en tout cas. J'avais le scénario, donc voilà, on est sur le scénario d'un effondrement de société et tout ça, mais moi je mettais même pas le mot dessus à ce moment-là. Je l'avais pas le mot, enfin, il est venu plus tard, quoi. Je disais qu'on va créer une fiction où l'homme s'est autodétruit presque. Et je rencontre quelqu'un qui me dit ah, t'es sur une nouvelle créa, Sarah, ça va être quoi? Et je dis bah ça s'appelle Apocalypse. Et quand je disais ça à ce moment-là, souvent il y a 4-5 ans, en fait ça allait quand même très vite là, en 4-5 ans tout ce qui s'est passé, vous donnerez votre ressenti vous à tous sur comment les points de vue et les prises de conscience ont évolué ces dernières années, mais moi j'ai vraiment vu des choses basculer. Et donc je disais Apocalypse et quand même ça résonnait. Moi c'était par humour que j'ai décidé ce titre là, parce que ça jouait sur un imaginaire d'apocalypse, de zombies, de science-fiction, de météorites, donc c'était plus une blague pour moi de dire apocalypse, mais non en fait c'est juste nous en continuant exactement la vie qu'on mène là qui avons créé l'apocalypse. Et donc souvent on me disait ah d'accord ok, et là j'ai un ami qui me dit ah apocalypse, tu vas parler quoi de la société qui s'effondre, tout ça, et je fais ouais ouais c'est ça, et du coup j'étais étonnée parce que d'habitude on ne m'envoyait pas ça, et il me dit ah d'accord, c'est marrant, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer. Donc moi j'avais déjà vachement avancé la création et je lui dis ok, ça pourrait vraiment être le titre de mon spectacle. C'est vraiment ça le sujet. Donc c'était en 2017, ouais, début 2017. Et du coup, le lendemain, je suis à la bibliothèque et donc j'ai lu le livre que vous avez sûrement peut-être tous lu ici, ou pas, ou entendu parler maintenant, parce que c'est dur de ne pas en avoir entendu parler dans les milieux qui s'intéressent à l'effondrement. J'ai lu Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, et j'ai vraiment lu un bouquin qui racontait le scénario de mon spectacle, mais voilà, c'était la réalité, c'était pas une fiction, quoi. Donc j'ai pris une grosse claque. Et je me suis dit, ah ouais, je m'attaque à un sujet où je sentais qu'il y avait un truc intéressant, mais à ce point-là, voilà. Donc ça, c'est pour raconter un peu les prémices de comment je me suis plongée dans ce sujet. Et là, je me suis dit, bah oui, plus que jamais, il faut mettre les deux pieds dedans, et plus que jamais, il faut le traiter, même si c'était abyssal pour moi, et que je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi. Et puis du coup, bah, j'ai fouillé d'autres auteurs à partir de là. À partir du moment où j'ai compris que c'était un sujet qui allait être éminemment le sujet de notre époque, enfin, il fallait être un peu pointu dessus pour en parler bien, parce que ça devenait dangereux aussi comme sujet en fait, par rapport à justement en tant que créateur, on va être les médias aussi, d'autres médias que les journaux, les conférences, etc. pour en parler, et du coup ce qu'on va laisser comme une trace au spectateur, c'était vraiment important. Ça c'est pour la mise en route, de comment ça s'est passé la création. Le concept du spectacle, pour faire bref, on est donc les gens sont accueillis, c'est une tête de rue, donc c'est souvent quand même, il y a une adresse publique, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas... Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de brut de manière générale en rue. On accueille les gens et on leur fait comprendre assez vite que donc on est en 2070 et on est là pour commémorer les 50 ans de l'apocalypse qui a eu lieu jour pour jour, lieu, même heure, même jour, 50 ans plus tôt. Donc là par exemple on est le... Voilà, donc ça commence le spectacle avec un personnage qui dit chers êtres vivantes, bienvenue à la commémoration officielle des 50 ans de l'apocalypse.
qui a eu lieu là, pardon, j'ai pas la page du jour. Aujourd'hui, on est le 4. La 4 octobre 2023. Donc on féminise, tout le texte est féminisé. Donc ça commence comme ça, on comprend tout de suite. Bonjour à toutes, il n'y a pas tout, il n'y a pas tout ça. Nous allons retraverser la grande déclin de l'humanité et les événements qui ont vu basculer la société capitaliste dans cette grande fête capitaliste que nous allons faire aujourd'hui pour se souvenir des us et coutumes de l'époque, etc. Donc on est sur une cérémonie qui est menée par 3 personnages qui ont 35 ans en 2070 et donc qui ont leurs parents ou grands-parents qui ont vécu notre époque. Et donc tout le monde est venu en costume d'époque. Merci beaucoup d'être venu comme vous êtes habillés comme ça. C'est de la pétrole, c'est quoi? C'est de la polaire. Ah, je reconnais, j'avais vu dans les archives. Je crois que j'ai vu, ah oui, c'est vrai, vous êtes même venu avec la masque. Ah ouais, c'est la Covid, on s'en souvient, la sacrée époque, quoi. Donc voilà, c'est pour vous poser un peu les bases du concept. Et donc ces personnages vont à la fois faire un hommage aux victimes de l'apocalypse et à la fois présenter quel était ce monde à travers un musée. Donc on est en rue, on va déambuler un peu dans l'espace dans lequel on nous propose de jouer et présenter la bâtiment qui est faite avec de la béton. Alors la béton, c'est, comment expliquer, on en avait partout. C'était vraiment un élément qu'ils aimaient beaucoup à l'époque pour construire des immeubles, de la voiture, pour la automobile. Voilà. Donc on présente tout, la lampadaire, toutes les choses qui sont plus du tout leur manière. Donc on présente un petit peu, on laisse des points d'interrogation sur c'est quoi leur monde à eux. On comprend surtout que a priori ils ont créé autre chose, quoi. Et ils présentent aussi avec des reconstitutions théâtrales les personnages. Ils font des scénettes de la vie quotidienne de l'époque, donc notre propre vie. Sauf que forcément ils le font un peu comme nous, on joue les chevaliers et on sait pas faire, on fait oh là, monseigneur. En fait ça se trouve ça se passait pas du tout comme ça, c'est juste l'image qu'on en a nous. Et donc eux ils font bonjour, je vais boire du Coca-Cola en terrasse. Et voilà, et donc on joue avec comme éclat de théâtre où on a des générations futures qui essayent de comprendre comment on vivait nous, qui permet d'avoir un regard sur un jugement en fait très clairement de comment nos enfants vont juger nos actions. Et je trouve que c'est plus facile d'être dans la fiction, dans la science-fiction, dans le futur, pour éviter justement l'écueil d'être moralisateur, etc. Donc voilà, il y a ces personnages, ils sont pas tous du même point de vue, hein. Il y en a qui rêveraient, ils disent oh là là, ça va être génial, t'imagines les avions low cost, tout ça, on pouvait faire du ski à Dubaï. Donc voilà, et donc en même temps de rêver ce monde qui était, on en faire sortir son absurdité en fait, constamment en fait, ne serait-ce qu'en présentant dans le musée. Mais ça c'est dans l'espace public, c'est génial pour ça, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment important d'être dans des espaces publics appropriés, c'est constamment, tu peux avec le moindre bout de mur et de trottoir, il n'y a que des aberrations en fait. Commençons sur voilà, là il y a une barrière en face de notre barrière pour séparer un espace de goudron qui doit sûrement appartenir à quelqu'un, mais on n'a pas encore compris à quoi ça servait à l'époque. Mais voilà, fallait tourner autour. Et c'est vrai que si on regarde concrètement les choses, on se dit mais pourquoi, c'est quoi? Et on fait le lien avec. Et du coup, ça nous permet de balayer tous les sujets, la propriété privée, l'économie, la réussite sociale, le besoin de reconnaissance dans la société, qui crée du coup ce désir de réussite, qui crée aussi cette impasse pour tout un chacun d'être dans la logique qui fait qu'a priori c'est ça le bonheur. D'ailleurs, c'est une phrase qui revient vachement dans ton spectacle, j'ai vachement aimé pour ça, parce que ça nous fait écho à ce truc-là. Moi aussi, j'ai le droit au bonheur. Et ce sujet d'effondrement, il en amène aussi, il y en a là, quoi. C'est ça qui est passionnant. Voilà. J'ai un peu fait le tour. Je vous montrerai bien, mais peut-être plus tard, quelques images en fait du spectacle que j'ai là sur mon ordi pour que vous puissiez voir un peu ce que ça compose. Je sais pas, j'ai peut-être beaucoup parlé déjà. Non, mais c'est très bien. Ça laisse beaucoup d'ouverture et de questions qu'on voudrait te poser qui viennent avec ça. On va d'abord passer par une petite présentation. Jonathan, toi, tu t'es pas du tout lancé dans du théâtre de rue, en fait. Tu as décidé d'enfermer les gens, déjà, pour commencer. Pas que. Donc nous, avec la compagnie Théâtre du Bruit, qu'on a créé en 2013, on était plutôt au début axé sur du théâtre dit d'actualité ou de presse actualité. Et puis depuis 2016, en fait, on a créé un spectacle qui s'appelle Planète Plastique, qui est un spectacle sur le 7e continent et les déchets dans les océans. Donc c'est notre premier spectacle dit écologique. Mais on n'était pas encore sûr d'axer ce travail là-dessus. Puis en fait, je me suis fait piéger parce qu'en fait, quand tu rentres là-dedans, tu rentres un peu dans plein d'autres problématiques. Et puis
Et puis en fait, j'ai vu aussi du coup beaucoup de frustration et de limites sur cette création, sur le thème en fait du recyclage, parce qu'après on découvre que finalement le recyclage est peut-être finalement un sous-sujet de plein d'autres sujets très prégnants et dont on parlait moins. Et c'est cristallisé du coup un effondrement personnel, on va dire, que j'ai mis à l'écrit. En fait, c'est comme ça qu'est venu le spectacle Là le feu, que je présente là, et qui s'appelait au tout début l'état d'urgence. C'était le fait de me sentir moi-même en état d'urgence. On était aussi politiquement dans l'état d'urgence qui s'instaurait dans le droit commun, et justement cette fameuse bascule qui s'amorçait aussi politiquement. Et voilà, le constat comme tu l'évoquais, du sentiment d'impuissance, d'insuffisance en fait dans des enjeux qui semblent se multiplier et grossir. Et donc c'est de cette écriture vachement... comme je ne savais pas trop comment me saisir de toutes ces angoisses et tout, je me suis vraiment mis à écrire de façon automatique en fait, comme un journal de bord, mais de façon continue, ce qui a amené en fait des constructions maintenant je peux définir comme systémiques, mais à ce moment-là, j'étais comme toi, en fait, Sarah, je n'avais pas encore toutes les théories des effondrements qui m'avaient été données, j'avais pas eu forcément l'opportunité de croiser le texte de Pablo Servigne, et c'est venu aussi quand la mise en scène avait été assez avancée qu'on a parlé, en fait. Donc voilà, mais au début ça s'appelait l'état d'urgence, et à force en fait j'ai voulu construire ce récit autour d'un jeu, et c'était aussi plus facile pour moi de canaliser ce sujet qui était très oppressant, de le centrer sur un ou une individu qui du coup subit tout ça et cherche sa place en fait dans tous ces enjeux. Et en fait ce qui m'a intéressé, c'est aussi plusieurs concepts qui nous ballotte en fait et qui nous fait sans cesse aller à contresens tout le temps. On a vraiment l'idée du storytelling en fait, qui est en fait l'art de nous raconter des histoires, et en fait la façon dont c'est construit, c'est finalement une façon dont on détourne aussi des histoires pour ne pas faire ce qu'on devrait faire, et en nous reprochant de ne pas le faire en même temps. Et en fait tout ça, ça crée des injonctions paradoxales, ça crée une difficulté de se dire ça questionne aussi le colibri, qui est aussi un mythe qu'on questionne beaucoup dans la pièce, et cette idée que on est censé tout pouvoir faire, mais on nous donne on nous demande, on nous impose presque de ne pas aller dans le sens d'un colibri en fait. Et donc politiquement en fait j'arrive aussi à ce constat de cette limite du colibri, c'est qu'en fait la responsabilité individuelle ne suffit pas, et pourtant c'est celle qu'on nous impose pour essayer d'amorcer des changements. Donc voilà, donc c'est un personnage qui est vraiment ancré dans ces difficultés-là. Il y a aussi ça amène aussi des faux engagements, et c'est pour ça qu'on revient beaucoup dans la pièce sur le mythe, j'appelle ça le mythe je suis Charlie. Cette idée en fait qu'on peut être très actif et militant en résistant, buvant des verres en terrasse, c'est du storytelling, parce que ce n'est pas du tout un acte activiste, c'est un acte de soutien et d'émotion fort qui avait une importance au moment où c'est arrivé. Et ça, on n'enlève pas la violence de l'acte et tout, mais en fait c'est aussi une instrumentalisation. Et c'est une façon de montrer exemple, je trouve, de la façon dont on nous fait croire qu'on est actif et solidaire, tout en continuant à séparer les gens et à les empêcher d'agir. Donc voilà, donc en tout cas toute cette dualité, ça a amené un texte à 3 voix en fait. Ça me permettait en fait de faire plein d'allers et retours sur des personnages qui se disent et contredisent sans cesse, et on ne sait même pas si c'est un personnage à 3 voix ou si c'est 3 individus qui se partagent les mêmes angoisses. Et en fait il y a une sorte d'hybride qui se crée tout au long de la pièce. Et pareil en fait, pour revenir sur l'idée d'urgence de la pièce, il y avait vraiment cette volonté de garder une rythmique angoissante. C'était une sorte de logorée, quelque chose qui parle sans cesse, qui amène une sorte de pression, d'angoisse. Pas que, hein, il y a aussi des respirations, et ces respirations elles sont souvent musicales. Donc la musique est une autre façon d'exprimer de l'émotion pour moi, et qui ne passe pas par des mots, et ça m'a permis aussi de pouvoir rythmer autrement tous ces concepts, ces idées qui sont difficiles à amener sur le plateau sans être trop rébarbatifs,
est pénible parce que justement la difficulté, je trouve, quand on essaie de créer une pièce, c'est de ne pas se contenter de l'aspect pédagogique de tout ce qu'on a ingurgité, mais essayer de le ressortir pour être le plus sensible possible et en même temps pertinent, parce que on ne peut pas tout évoquer, je crois. Voilà. Et donc du coup c'était très marrant aussi parce que tu as parlé de féminiser tout et on a un peu ça dans la pièce. Il y a toutes des désignations de personnes sont font au féminin aussi. Et pareil, sauf quand on considère que c'est vraiment la jante masculine qui porte un poids particulier. Et on questionne aussi énormément effectivement la notion de bonheur qui est finalement très récente, quoi. Alors qu'on pourrait plus parler ici de bien-être, etc. Et la notion de bonheur est peut-être une notion très néolibérale, en gros. Voilà, et puis enfin, donc du coup, il y a tous les processus de deuil qui sont évoqués dans la pièce, le déni, beaucoup, l'acceptation, la colère, j'en oublie, mais on essaie de passer par toutes ces phases, et en fait, moi je ne considère pas que c'est quelque chose de continu, c'est quelque chose de cyclique dans lequel on n'arrive pas trop à s'empêtrer, et parler d'un effondrement possible, ou en tout cas d'une chute d'un modèle de société comme on est en train potentiellement de le vivre, c'est quelque chose en fait sur lequel on va et vient incessamment en fonction des personnes qu'on rencontre. Là, vous allez voir une pièce, vous allez être persuadé que c'est peut-être ça, et puis vous allez voir une autre personne qui va vous dire l'inverse, c'est peut-être qu'on va relativiser, on passe notre temps à aller et venir, et quand on croit trouver une place, c'est peut-être une forme de déni. Enfin, en fait, pour moi, on est vraiment dans des spirales, et c'est difficile, je trouve, de faire réellement donc un deuil de ce genre de sujet, puisqu'il n'y a pas vraiment encore de... C'est comme une disparition, c'est quelque chose qui n'est pas encore palpable, et donc pas encore réel. Et pourtant, on a encore tous les indices qui sont un peu... qui clignotent avec de gros signaux. Voilà, donc ça c'est la présentation de la pièce, et puis elle a été créée donc en avril 2019, et on a organisé, du coup, pour gérer cette frustration d'être peut-être incomplet dans la pièce, tout ce cycle... pour essayer d'amener des regards scientifiques et essayer de les faire croiser aussi. Ce qui n'est pas simple de faire venir des artistes à des conférences militantes ou politiques ou scientifiques, et inversement, faire venir voir des pièces à des militants, en fait, c'est pas si commun. Voilà. C'est pas si courant. Donc c'est la difficulté, mais aussi l'enjeu qui me branche d'essayer de faire ça, de créer du commun, comme peut le permettre le théâtre. Alors, c'est vrai qu'en tant que témoin totalement impartial, je crois que tu joues encore ce soir cette pièce au Croiseur. Oui. Et il faut dire que c'est une pièce incroyable qui ne s'adresse pas du tout aux militants et qui, d'un point de vue artistique, est belle, quoi. C'est un bon moment, bien que le sujet soit terrifiant. Je crois qu'on passe un très très bon moment. Je n'ai pas encore vu le spectacle de Sarah. Exceptionnel. C'est son auteur qui le dit, mais en tout cas, on ira le voir avec plaisir. Qui a vu le spectacle de Jonathan ici? Tout le monde. Retournez-y alors. Bon, ils sont peut-être tous d'accord avec moi, du coup. Non. Il y a des lacunes. Par rapport à ce processus de création, c'est vrai que déjà sur la question de l'effondrement, il faut rappeler quand même que la définition, elle est difficile. Il y a encore des débats autour de qu'est-ce que ça peut bien être que l'effondrement, comment le nommer. On parle aussi de déclin. Est-ce que c'est de la société, de la civilisation? Et typiquement, Adrastia nous dit l'effondrement, c'est le moment où il n'y a plus de système organisé, pas forcément un État, mais de système organisé qui soit capable d'allouer à la fois les services et les biens essentiels à la vie à la plus grande partie de la population. Sarah, tu as mentionné une espèce d'anticipation de l'idée que on pourrait tous mourir. Je ne sais pas si tu l'as formulé comme ça. Est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses? Ton imaginaire à toi, au moment où tu crées, c'est la totalité de l'humanité va disparaître? En fait, moi, j'avais très 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 à cœur dans la création de créer un imaginaire de futur possible et enviable. Parce que j'ai eu une période où, comme tu parles de cycle, de comment on vit ce truc-là, j'ai eu une période où j'étais
un peu désemparée, bon, assez angoissée, mais je suis quelqu'un d'optimiste globalement dans la vie et le théâtre ça me tient énormément. Mais je me disais, et c'est marrant parce qu'en lisant plein de conférenciers ou de gens voilà, qui sont spécialistes du sujet, parce que clairement moi je suis pas plus spécialiste que n'importe quel citoyen qui s'y intéresse, mais en tout cas j'avais envie le rôle des artistes qui avait été mis en avant, je me suis dit bah ouais c'est vrai, on a vraiment une mission aussi de devoir créer des imaginaires autres, et donc moi je pensais effectivement peut-être à un moment donné qu'on allait probablement tous mourir mais je me disais que c'est intéressant de pas dire ça pour créer donc entre ce que je pense moi, mon point de vue et ce que j'ai voulu mettre en scène, il y a plein de... Même mon point de vue personnel sur le côté activiste ou les solutions, ou comment moi je m'empare personnellement de mes angoisses, etc. C'est présent à travers des personnages qui peuvent incarner ce point de vue-là, mais d'autres qui diraient complètement l'inverse, pour que justement tout type de spectateur puisse se reconnaître à un moment donné et trouver lui son chemin, etc. Mais ouais, je sais pas si on va tous mourir ou pas. De toute façon, on va mourir un jour, tous individuellement. C'est probable. Même si on a beau être dans une société qui le désire, qu'on soit immortel. Mais en tout cas, oui, il y a des choses qu'on peut lire, des scientifiques, tout ça, des rapports qui questionnent la viabilité, les conditions de vie sur Terre à une échelle qui est assez flippante. Donc moi il est optimiste mon spectacle parce que il y a encore des gens en 2070. Donc moi j'étais contente, je me disais d'une certaine manière quand même il est positif, il est optimiste, il y a une société, les comédiens qui du coup jouent les personnages du futur, ils ont l'air d'avoir un fonctionnement qui est bien à eux, qui est très spécial, ils ont quand même des esclaves, mais par contre ils sont hyper bienveillants les uns avec les autres, il y a plein de codes qui sont un peu tirés de nous les trucs qu'on est en train de mettre en place, des communications non violentes et tout, donc ils sont obligés de tous lever la main quand il y en a un qui veut parler, etc. Mais en tout cas la société fonctionne, elle est capable de gérer une commémoration, etc. Donc il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du chaos, de la destruction perpétuelle, et il y a une société donc, et des gens vivants. Voilà. Alors, des enfants. C'est vrai que vous avez une responsabilité l'un et l'autre, parce que quand vous faites des spectacles comme ça, il y a toujours le risque de désespérer, d'instiller de la peur, de mettre en panique les jeunes générations. Est-ce qu'au moment où vous le créez, vous vous dites voilà, c'est pas sûr qu'on va avoir des jeunes filles qui vont se lever et faire How dare you sur l'effet que ça peut produire? Est-ce que c'est une inquiétude, quelque chose que tu prends en compte au moment où tu le... Alors oui, j'ai pris en compte, mais en fait j'ai fait une réaction, je pense aussi à un spectacle Planète Plastique qui a une sorte justement d'interdit, je trouve, d'évoquer des pièces sombres sur des thèmes qui peuvent être sombres, dans le sens où en fait j'avais l'impression sur Planète Plastique d'avoir coché toutes les cases du bon spectacle écolo, donc un spectacle plutôt où les enfants peuvent aller voir, donc il est tout public, mais on le tourne de plus en plus vers les scolaires. On a un spectacle qui est fun en fait, qui n'est pas du tout culpabilisant et pourquoi pas en fait. Mais en fait, je pense que j'ai fait une réaction sur le fait que du coup, la réaction sombre aussi, le fait de ne pas vouloir l'évoquer parfois me questionnait, et j'avais vraiment envie d'aller dans ce sens où moi je ressentais les choses, et du coup peut-être que cette réception serait positive parce que les gens ressentent la même chose. Voilà, donc c'est pas d'insister sur le pathos, mais d'essayer de rentrer en résonance avec les gens et d'être plutôt sombre, parce que la pièce est quand même assez dure, mais on peut trouver de l'humour quand même, il y a de l'humour dans la pièce et il y a de l'humour dans le sujet, et justement l'absurde est là pour ça. Mais voilà, j'avais pas envie non plus comment. Je me suis dit que la réception se ferait en fonction de la sensibilité que j'y mettrais et pas sur la dureté du ton ou du thème. Voilà. Oui, alors il y a une autre question qui vient. C'est vrai, quand on met en regard un petit peu vos propositions artistiques, c'est sur les modalités d'intervention. C'est-à-dire, là, il y a deux choses qui paraissent différentes comme ça. Je pense, dans le fond,
au-delà du fait de créer, il y a quelque chose qui peut vous animer, qui est comment on met en mouvement la société, comment on permet un petit peu de la transformer. Est-ce que c'est très différent en fait d'avoir sur scène un public captif entre guillemets et de l'autre côté de proposer quelque chose qui soit de l'ordre de la déambulation dans le rapport au corps du public pour le coup, parce qu'il y a le rapport au corps des comédiens et celui du public. Moi, pour appuyer si ça ton truc, je montrerai bien quelques photos pour vraiment, non, mais vraiment parce que je sais pas, s'il y en a qui connaissent la rue, qui ont déjà vu du spectacle de rue, mais vu que vous avez tous vu Là le feu, c'est Là le feu. Oui, c'est ça. Tu vois, j'ai fait un peu Là le feu. Non, mais finis ta question et comme ça je vais là-bas en même temps et je répondrai puis tu peux peut-être répondre d'abord. Alors oui, vas-y, installe la question de la proposition de mettre en mouvement les corps. Est-ce que c'est un premier pas au sens propre d'une mise en mouvement de l'ensemble de la société pour faire autre chose? Est-ce que toi tu te poses cette question de comment je vais mettre en mouvement mon public? Moi je pense que je leur fais passer par un mouvement émotionnel en fait. Je raconte vraiment un fil qui circule beaucoup et il y a des montées, on redescend et j'ai l'impression quand même que le public est vraiment avec elle en fait. Il y a vraiment un élan de solidarité où elles passent leur temps à se sentir seules et isolées. Et en fait, on a juste envie je crois, d'aller vers elles et de les sortir de ce marasme dans lequel elles n'arrêtent pas de s'embourber. Et donc voilà la façon dont je les mets en mouvement. J'essaie de... Un mouvement émotionnel. Voilà. Et puis il y a aussi couper l'élan dans le travail. Alors, j'ai retenu ça du théâtre de l'opprimé, mais je voulais vérifier, mais j'ai pas pris le temps. Ce que j'ai retenu du théâtre de l'opprimé, c'est qu'il y a la place de la catharsis qui... En fait, quand on fait du théâtre militant, quand on voit quelque chose qui crée une forte émotion positive ou négative, et bien en fait ça crée quelque chose qui, en gros, semble convenir, nous suffire. D'un coup, en fait, avoir vu par exemple un spectacle sur l'effondrement nous donne l'impression d'avoir agi en fait sur le sujet. Et du coup, c'est très frustrant ce genre de... Si on veut créer un élan, il faut essayer de casser cet élan-là. Donc j'ai essayé de faire ça avec ma précédente pièce déjà Planète Plastique, avec Là le feu, c'est vraiment toujours des fins un peu en queue de poisson, où on en pense qu'on en prend, mais où il y a une sorte où le public n'est pas encore satisfait. Il me vient souvent d'ailleurs à Là le feu en me disant mais où sont tes solutions que tu me proposes? Parce que j'espère que c'est le public qui se posera ces questions-là et qui les fera son cheminement après. Donc le mouvement il se poursuit aussi après la pièce et je ne voulais pas être un porteur de solutions. Ni d'espoir ni de désespoir, mais vraiment un point d'interrogation géant que le public garde en sortant. Voilà, donc voilà ce que je peux garder en notion de mouvement par rapport au public qui effectivement est dans une configuration théâtrale assez classique sinon. Alors, la question suivante, pendant que le discours... Voilà. Je peux parler d'ici aussi. Hein, si... D'accord, quand tu veux. Mais, en fait, je peux rebondir sur ce que tu dis d'ici avant que je m'en passe, je vais mettre un diapo comme ça pour le voir. Moi, j'ai même mis en scène dans le spectacle un regard sur le fait qu'on faisait un spectacle et que en fait, c'est peut-être pas du tout assez comme moyen d'action. Parce qu'en tant que metteuse en scène, je me suis retrouvée au bout d'un moment à me dire mais pourquoi je fais un spectacle de rue? Pourquoi je vais pas poser des bombes sous McDonald's et faire un vrai truc. Enfin, tu vois, il y avait vraiment mon regard, moi, de me dire mais est-ce que moi-même, je ne me cache pas derrière ça, la créativité, l'artistique, pour faire ma part, entre guillemets, même si d'une certaine manière, moi c'est mon moyen d'action, hein. Pour l'instant, c'est là que je le trouve le plus, je le trouve dans d'autres choses, etc. Et effectivement, j'avais cette grande peur, comme tu dis, de dire j'ai vu un spectacle qui va dans le sens de ce que je pense, j'ai l'impression d'avoir... Comme si on laissait au spectateur l'impression d'avoir milité parce qu'il a vu un spectacle militant. Et du coup, la fin du spectacle, on met en scène, le metteur en scène débarque dans le spectacle et on a un balai masque en fait de tous les comédiens qui jouaient dans le futur et qui exposent tous leur point de vue sur ce gros sujet, sur le metteur en scène, les comédiens expliquent au metteur en scène les spectacles qui ont changé le monde avec des conférences et des tables rondes, mon 3 pélos qui raconte. Et du coup, on réveille le spectateur à ce moment-là, le retour au réel, quoi, de dire en fait, on est en train de parler d'un truc dont il faut tous qu'on
qu'on s'empare, et le spectacle est juste un moyen d'en parler, d'en rire, de créer du débat, de désamorcer des choses, mais il faut qu'il soit moteur de ensuite derrière à chacun son moyen d'action, son moyen de vivre mieux ses angoisses, ses choses, etc. Mais il ne faut pas qu'il suffise en lui-même. Je pense Alors, bon, j'enchaîne sur la question suivante pendant que la technique essaye de suivre, parce qu'on a un petit peu d'avance sur la technique, j'ai l'impression. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est l'inverse. L'autre question, c'est quel dispositif vous mettez en place, tous les deux, pour essayer de trouver la bonne prise de distance? Parce qu'on sait que dans le discours politique, par exemple, on nous dit en 2050, il va faire le climat de Madrid ici, en 2100, il va faire le climat d'Alger. Alors, les gens qui se disent c'est super, j'ai toujours eu envie de vivre à Alger, un peu pour partager cette forme d'existence, mais 2100, ça fait vachement loin à attendre. Donc, on a vu que Sarah, elle place son histoire en 2070. Est-ce que toi, cette manière de trouver est-ce que ça a été une préoccupation de savoir comment tu pouvais poser la juste prise de distance qui effondre pas les gens, qui renvoie pas le péril au calme grec? Est-ce que tu t'es posé cette question comme ça? Alors, je me suis posé cette question après. Si jamais ça gêne la lecture, je me pose. Non, ok, je réponds rapidement. Du coup, en fait, moi, j'axe vraiment l'histoire dans le présent, justement. Moi, je ne voulais pas être dans une utopie. Je trouvais justement que chaque utopie qu'on avait pu me présenter avait des failles qui, pour moi, en fait, arrivaient sur des choses soit complètement terrifiantes comme le survivaliste ou un peu niais comme la permaculture. Et en fait, c'est pareil, c'est d'autres formes d'enjeux qui me dépassaient. Et du coup, je ne voulais pas encore entrer dans ces... Je me suis posé ces questions, mais en fait, finalement, je ne voulais pas défendre plus une utopie qu'une autre, puisqu'en fait, tout se mélange. Et surtout, on ne sait pas comment les gens vont réagir les uns avec les autres. Et je n'avais pas, moi, la force d'imagination de créer une utopie, en fait. Donc, je suis vraiment resté sur, justement, en fait, une personne qui a peur du changement. En fait, ça parle essentiellement de ça. C'est les personnes qui voient le monde qui va avoir un changement brutal parce qu'elle n'a pas accepté assez tôt d'amorcer des changements plus en douceur. Et à la fin, il y a une sorte d'acceptation. Et cette acceptation vient parce que, justement, la personne a décidé que finalement, si les choses changent, elles changeront. Et finalement, arrêter de résister au courant, ça va peut-être justement amener quelque chose de plus positif. Déjà, ne serait-ce que personnellement, c'est là où peut commencer une utopie pour moi. Donc voilà, où je me suis arrêté. Mais j'ai pas voulu justement aller au-delà de ce présent. Des fois je le regrette et des fois je suis très content, selon les jours, comme d'hab. Je comprends, c'est compliqué leur droit de utopie, dystopie par rapport aux imaginaires. Théâtralement, c'est aussi vraiment un problème lié au théâtre. Mais moi, la seule référence que j'ai d'utopie, de futur enviable, ça dépend comment on voit son avenir, mais c'est La Belle Verte en fait. Et du coup, moi, j'ai pas d'autre imaginaire cinématographique, et du coup, présenter un futur théâtralement qui tend vers ça donne un côté. C'est pas très intéressant. C'est aussi un truc. C'est pas pour rien que tous les scénarios sont souvent des dystopies, sont souvent dans le choc, etc. C'est plus intriguant en fait pour nos cerveaux. Scénaristiquement, c'est difficile quoi. Du coup, même moi, par exemple, il y a des esclaves dans notre futur. Au début, je voulais pas que ce soit des esclaves, je voulais vraiment que ce soit d'autres personnages, que ce soit. Donc là, c'est sur ceux qui pédalent en fait sur la vélo génératrice communale qui est mise à disposition pour la commémoration. Donc, ça nous permet de créer notre propre électricité dans le spectacle. Et donc il y avait des techniciens qui sont devenus les esclaves du spectacle et les esclaves du futur. Et au début je me disais non, il faudrait qu'on raconte que ce soit un roulement dans la société, il y a des citoyens, on invente un système autre. Mais sauf qu'en fait ça devient explicatif dans le texte. En fait, du coup théâtralement c'est pas intéressant. Et c'est vrai que je sais pas toi comment t'as vécu ce truc là, mais entre être précis dans ce qu'on veut raconter, le point de vue qu'on veut développer, ne pas être
trop pédagogique, on fait pas une conférence, on fait du théâtre. Et du coup, avoir des personnages qui vivent voir des personnages qui vivent des choses et pas des gens qui donnent des chiffres, même si des fois dans le texte on a envie qu'ils disent non mais c'est bien que tu le dises vraiment 45% de la population, ou des chiffres vraiment précis, et du coup c'est compliqué. Effectivement, moi aussi je me suis retrouvée à faire ce que je voulais pas faire au début, créer une dystopie presque, alors que il y a des choses qui paraissent mieux, mais quand même globalement ça donne qu'à moitié envie, ils ont plus de dents, donc peut-être tu peux te play, excuse-moi comme ça, les personnages dans le futur, ils ont plus de dents, on comprend pas bien pourquoi, donc là on le verra sur d'autres photos, on voit vraiment, mais il y a plein de choses, on se dit oh là là, mais ça a l'air glauque, et en fait c'est parce que c'est plus percutant, ça amène plus la réflexion, le réveil de ah ouais, si c'était, pourquoi on s'arriverait là, c'est vraiment intéressant ce truc dans la création, comment trouver le... Alors, ça nous emmène quand même vers la question de la scénographie pour vous deux, puisque quand même quelque chose qui est très sophistiqué du point de vue de la scénographie dans ta pièce. Toi, de ton côté, j'imagine que tu t'es posé ces questions de comment utiliser peut-être le mobilier urbain, les murs, la physionomie de la ville. Ouais. Donc l'un et l'autre, est-ce que, peut-être Jonathan, si tu veux commencer par comment est-ce que tu as conçu ces décors, cette mise en lumière, quelle relation avec l'histoire que tu voulais raconter? Alors, au début, je voulais pas de décor. Moi aussi, je voulais pas de technique. Et puis, au final, j'ai une technique très très lourde et un décor qui est très présent, mais qui reste quand même très sobre. C'est un décor fixe en fait, et qui est de la suggestion de l'ère industrielle en fait, thermo-industrielle. Donc, on a des pneus, beaucoup de pneus, qui évoquent la voiture, l'accélération, la vitesse, le pétrole en fait. On a une bétonnière, donc la bétonisation, et voilà, on a un truc un peu post-industriel. Voilà. Après, on est plus dans la suggestion, c'est des accessoires sur lesquels on rebondit beaucoup, donc on a essayé quand même d'en avoir le moins possible, mais voilà, la base, la lumière, c'était le décor en fait. On voulait vraiment dynamiser le texte en créant des espaces juste avec de la lumière, et puis en fait, on a trouvé que ça amenait encore une autre richesse de ramener des éléments de décor qui se sont rajoutés ensuite. Voilà. Mais donc du coup, nous on est vraiment sur quelque chose un peu dark. Vous me direz aussi, je pose la question au passage pour ne pas l'oublier, c'est la question des costumes, parce que c'est vrai que toi c'est très particulier dans ton spectacle, ces robes en plastique transparentes. Là, des quelques images que je vois, il y a une inspiration que vous allez prendre où? Alors en fait, c'est pareil, hein, le chemin, les costumes et la scéno, mais comme toi, moi je suis partie au début, je me suis dit, puisqu'on prône un avenir où on peut faire des choses aussi grandioses, aussi ouf que ce qu'on fait maintenant, mais avec rien, ou en tout cas bien moins d'énergie, moi je voulais creuser le truc, donc je voulais qu'il n'y ait pas de technique, pas de son, voilà. Et puis en fait, on aime bien quand même les grosses musiques, voilà, on a cet imaginaire. Et puis du coup, je me suis dit, on va créer notre propre électricité, donc on a créé la vélogénératrice, qui est le support qu'on a vu passer quelques fois. Et en fait, je me posais la question sur tout, chaque objet qu'on utilisait, je me disais, mais on peut pas utiliser ça et être là à dire, ouais, apocalypse, décroissance, etc. Et utiliser, donc, par exemple, les costumes, ils sont tous travaillés à partir de matériel de récup. Donc lui, par exemple, ce personnage qui s'appelle Todinte, c'est un diminutif de taux d'intérêt. Et il a un pagne en cravate. La personnage de Neige, elle s'appelle Neige, c'est un prénom à la mode dans le futur. Ils sont tous vachement déshabillés parce qu'il fait chaud. On sait très bien que s'il fait chaud, c'est pas une solution de se déshabiller, mais c'est pas grave. Théâtralement, ça se raconte. Donc on peut voir qu'ils sont plus dedans. Elle est en capsule de canette et en pièces de monnaie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a. Et tout ce qu'ils racontent, par exemple, ils font une cérémonie d'hommage avec des fleurs, donc c'est des fleurs en plastique, et ils expliquent qu'elles font partie de la musée, rendez-les-nous, à l'époque, c'était des vraies fleurs des fois, et là c'est de la plastique. Et moi, je me sentais obligée de légitimer tout ce qu'on utilise, parce que sinon, justement, j'ai un peu un regard, ce que j'ai eu un peu hier sur, par exemple, ton spectacle, je me dis, mais n'empêche qu'on est en train de regarder un spectacle où, du coup, on a de l'utilisation de toute cette matière.
de ce plastique, parce qu'en plus il est jetable, les trucs qu'ils mettent, donc du coup, mais ça s'explique, hein, mais c'est juste que moi en tant que spectatrice, je suis un peu chiante en tant que spectatrice, donc je me dis bah ouais, mais bon, ça utilise trois trucs en plastique, toute représentation, on sait rien, mais donc moi je me suis amusée à tout détourner pour qu'il y ait de l'autodérision sur le fait que bah oui, on dit ça, on prône ça, mais en fait on est en train d'utiliser une tablette de mixage en Wi-Fi, bon voilà, donc tout ça, il faut constamment le redire, parce que sinon ça devient un peu arrogant presque, enfin ça peut pour moi. Du coup, là par exemple c'est l'eau, ils boivent un coup d'eau pendant la pièce, et du coup c'est rationné, donc ils sont droit à 3 gouttes, et donc ils sont passés la pipette, et ils ont des colliers, et quand il y en a un qui triche, il doit donner un collier à l'autre et pour s'excuser en disant pardon, je t'aime, j'ai fauté, parce que c'est des rituels du futur qui ont lieu dans la pièce. Et la scéno, effectivement, c'est le mobilier urbain, mais ça c'était aussi par rapport au milieu de la rue, où voilà, il y a quand même, je m'amuse aussi un petit peu avec le fait que c'est un effet, c'est vachement la mode en ce moment dans le théâtre de rue de travailler avec l'espace public, on dit même plus la rue, on dit l'espace public et le territoire, et du coup j'ai dit bah moi je vais travailler avec l'espace public, et donc ça m'amusait d'essayer de dire que notre scéno c'est, enfin voilà, qu'on joue vraiment avec le béton, et en fait les personnages expliquent que c'est eux qui leur créent tout ce qu'il y a, on dit voilà, on l'a fait en papier mâché, c'est le musée en fait, donc c'est notre décor, on a mis un gros coup sur la déco, on a fabriqué des buildings, une grue, enfin, donc voilà, ça répond un peu à ta question. Et les costumes pour toi, Jonathan? Et bien effectivement, en gros ils sont recouleurs d'un impair avec un code de costumes qui sont justement qui jouent sur le fameux ce que je vous disais sur les 3 voix, où on ne sait plus si c'est une personne qui a 3 parties ou 3 individus, mais elles ont un costume qui se rappellent les uns aux autres, et effectivement en fait je les ai recouverts d'un impair qu'elles mettent quand ça sert à rien, et il y a, pour accentuer sur l'aspect injonction paradoxale et absurde des choses, et en fait à la fin, pour spoiler du coup en fait c'est du plastique qui se dissout avec de l'eau qu'on utilise sur scène, et en fait du coup ça leur colle à la peau et ça s'arrache en fait, et ça, au moment où elles acceptent leur vie, elles se l'arrachent comme justement cette peau, ce changement qu'elles n'ont pas accepté, elles l'arrachent comme quelque chose qui était enfin c'est comme une mue en fait, voilà. Et donc à la fin justement elles se débarrassent de leur peau, acceptent du coup de ne pas pouvoir tout faire, et amorcent potentiellement un changement, voilà. Donc effectivement je me suis posé cette question du jetable du spectacle. Après ça se dissout, je me dis bon. Non mais bien sûr, mais de toute façon faut pas rentrer là-dedans. Non mais moi-même j'ai vu qu'après j'avais fait un spectacle pas du tout low-tech pour être dans l'un des thèmes des effondrements, et que du coup pareil, j'y réfléchis pour la prochaine pièce, justement il est prévu pour être beaucoup plus souple et moins lourd dans ce genre de dispositif effectivement. Ouais, après ça c'est le grand paradoxe, hein. Nous on part en tournée avec une voiture, une remorque, donc on va jouer un spectacle qui nous paraît être ouais mais il faut absolument que tout le monde voit ce spectacle, parce que, mais en fait on fait, enfin tu vois, et en fait on est constamment en train de se poser la question du coup de la pertinence, enfin c'est schizophrénique. Du coup il y a un moment donné où il faut aussi arriver à être dans la mesure, et puis jauger ce qui paraît être par exemple nous il y a une voiture sur scène exprès, et on fait exprès de la faire vraiment parce que justement les personnages présentent l'objet d'époque, donc ils présentent voilà, c'était une voiture, c'est un moteur thermique, ça fonctionnait à la pétrole, etc. Donc ils expliquent tout, et puis finalement elle marche vraiment, et donc pour eux c'est peut-être on verra une photo, et pour eux ils sont là elle marche incroyable, etc. Et donc ils sont là, ils font klaxon, ils balancent à fond, donc on y va quoi sur le pétrole. Mais justement d'une manière pour le dénoncer, et des fois c'est peut-être en fait en y allant plus qu'on le dénonce, et qu'aussi on braque pas des publics à qui on dirait non il faut surtout pas utiliser, oui on a compris ça, donc juste comment est-ce qu'on s'en moque, des processus de création qui permettent ça. Dans la même aussi symbolique, c'est voilà. le plastique pétrole, tous ces trucs un peu artificiels aussi, c'est une matière qui n'existe que depuis un siècle quoi. On a fait un spectacle là-dessus, mais du coup le plastique c'est vraiment aussi un reflet de l'absurdité aussi de ce qu'on est capable de faire quoi. Enfin, au nom du moins cher et du plus pratique pour l'humanité quoi. Tout ce qui va nous rester malgré nous quand on n'aura plus rien. Et d'ailleurs pour répondre, pour compléter sur la scénographie, donc nous en plus de l'espace public qui est
l'appui de base, on a quand même quelques éléments et qui sont un peu dans la même scéno que toi, enfin dans la même idée de ta scéno. Il y a donc une voiture qui est présentée dans le musée de l'Anthropocène. C'est le musée de l'Anthropocène, on raconte aux gens que c'est ça, etc. Il explique comme ça dans le texte. Une voiture, une poubelle et un caddie du supermarché. Et donc voilà, ceux-là ils sont toujours présents. C'est vraiment peu importe l'espace public qu'on nous donne, ça on les demande et on joue avec. Et voilà, ils ont leur symbole, effectivement. Effectivement, c'est pas dit qu'on arrive à se débarrasser de tous les caddies de supermarché, même si on fait un gros effort. Il y a cette question de l'imperméable ou de l'enveloppe plastique, ou là, les tenues de tes personnages, c'est vrai que quand on revient un petit peu avant la question de l'effondrement dans les imaginaires du futur proposés par, on va dire, dans le cadre de la pensée écologique, souvent cette question de l'imperméable, on le retrouve dans des films post-apo, on va dire, que ce soit L'Armée des Douze Singes ou Blade Runner. On a deux grands types d'imaginaires, qui sont d'un côté un monde complètement aseptisé. En général, tout est propre, tout est nickel, on manque de rien, il y a de l'énergie de manière infinie, mais on voit des personnages qui ont perdu toute leur humanité. Et puis il y a l'autre, où les personnages ont en général gardé leur humanité. Par contre, du point de vue des ressources, de l'accès à l'eau, on sent que la crise est allée loin. Et dans les premiers imaginaires, souvent, avant cette question d'effondrement, on avait une anticipation de la question de la pollution. Et donc, si on retrouve souvent ce vêtement, c'est parce que on se dit, oui, mais l'une des premières angoisses, pour ceux qui sont de cette génération-là, si vous vous souvenez, dans les années 80, on avait la question de la peur des pluies acides. Donc, il fallait une protection par rapport à l'idée qu'on aurait souillé même la pluie. Pour vous, est-ce que ces imaginaires post-apo, j'avais envie de dire aussi pour toi peut-être l'imaginaire de la ZAD, est-ce que c'est des choses qui sont présentes dans votre écriture à un moment ou à un autre, ou qui s'instillent? Moi je suis plutôt pré-apo. Pré-apo. Donc je les laisse en germe, mais je ne m'y jette pas. Donc j'ai l'impression que l'univers de la ZAD, c'est-à-dire comme proposition alternative finalement, enfin d'avoir des possibilités de réorganisation au sein de petites communautés qui font avec peu, qui se concentrent sur les besoins essentiels, qui créent du lien. Tu as parlé tout à l'heure de gens qui sauraient se parler parce qu'ils s'écouteraient, ils parleraient chacun à leur tour. Ouais, alors nous c'est dessiné mais de manière très vague. Donc en fait, en vrai, dans la création, on a inventé, pour pouvoir nourrir le scénario et les improvisations qu'on faisait, etc., on s'est inventé un monde, comment il fonctionnait effectivement avec... je sais, oui, forcément, il y a un côté un peu ZAD ou éco-village ou quoi qui peut nous inspirer, mais comme il peut y avoir cité... ville en transition ou quoi, et donc tu vois, on s'est inventé dans le processus de création comment il y aurait des lois pour limiter la densité des populations dans les villes, définir que chaque ville ne doit pas avoir plus de tant d'habitants au mètre carré, et que si un nouvel habitant arrive, il faut qu'un autre parte, tu vois, pour non mais du coup, ce qui vient aussi derrière questionner est-ce que la liberté, est-ce que du coup nous on verrait ça comme une dictature alors que ça serait pour créer créer une société soutenable, donc au final est-ce que ça l'est, enfin c'est des questions qui nous permettaient d'amener de la matière, mais ensuite sinon concrètement dans le spectacle à la fin il y a des grandes lignes qui sont dessinées, mais je pense pas qu'on puisse, que je demande à des spectateurs, mais je pense pas qu'on puisse clairement se dire ah ouais c'est un univers ZAD. Tu vois, on comprend un peu. Oui, il y a des choses qui peuvent y faire penser, mais ça part. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a aussi du cirque, des acrobaties, du jonglage, des choses comme ça dans ton spectacle? Pas du cirque, ni d'acrobatie, ni des jonglages. si ce n'est que des fois ils sautent sur des tabourets, mais pour se surélever. Non, il y a de la musique. Il y a de la musique oui, un peu live. En fait, il y a un des comédiens qui est musicien, et du coup on est sur des scènes qui ne devaient pas forcément être chantées à la base, finalement on les a travaillées en chansons. Donc il y a deux chansons, et il y a le final du spectacle
qui est un rap que j'ai écrit, parce que je voulais vraiment terminer sur une note festive en fait, pas pour faire un effet Walt Disney, mais pour rappeler que c'est du spectacle, entre guillemets, et que justement les solutions ou la morale, il faut pas la trouver dans le spectacle, elle se trouvera en débat au comptoir après ou ailleurs, mais et donc c'est un rap qui s'appelle Génération Sacrifiée, et qui est un espèce de coup de gueule en fait, et qui a été composé, voilà, qui n'est pas écrit en live, mais qui est chanté en live par une comédienne. Dans le mélange des arts, il y a ça. Il y a de la danse un petit peu. Après, en fait, c'est un spectacle qui est très visuel, c'est-à-dire qu'il y a toute une scène, par exemple, où on raconte ce qui s'est passé de 2022 à 2024-5. Et en fait, c'est un bifrontal. Essayer de trouver des photos. Et il y a une voix off, il y a une voix off qui raconte un événement qui va dire 2023, l'ouragan Catalina atteint les côtes méditerranéennes. Et on a une scène chorégraphique illustrée. Donc des fois ça peut être dansé, des fois ça peut être une mini scénette de théâtre qui illustre ça. Donc ce qui permet effectivement de mélanger un petit peu les arts. Mais c'est venu parce que dans la création on a eu cette envie-là, où j'avais ces images, etc. Par exemple, il y a une marionnette aussi à un moment donné, qui est composée en déchets de poubelle, et du coup qui sort d'un seul coup d'une poubelle et qui dit « Je suis déchetman !» Je raconte l'histoire des animaux disparus. C'est un peu une blague pour les enfants, c'est un spectacle pour enfants dans le spectacle. Un peu, voilà, la sauce, je ne sais pas si vous voyez les 26 000 couverts, ou ce genre de compagnie. Bon, c'est un peu des univers qui peuvent être équivalents aux nôtres, c'est pour ça que je cite, mais... voilà. Jonathan, chez toi tout à l'heure tu as parlé de la musique comme respiration, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus que ça. Est-ce que ça joue volontairement un rôle, enfin c'est très important, enfin, du point de vue du spectateur en tout cas, je pense la place de la musique, c'est surtout la place du rythme en fait. Enfin, moi c'est vraiment une écriture que j'espère rythmique, et du coup je pense que je suis très frustré de ne pas être musicien en fait, mais, et donc du coup j'ai plutôt vraiment fait une écriture qui se construit comme une partition, et avec des montées, des arrêts, des pauses, des suspensions, et donc du coup la musique était là donc, pour être une deuxième, comme un autre personnage dans l'histoire qui contrebalance, accentue, etc. Donc oui, je l'ai écrit comme ça, et effectivement j'ai aussi trouvé un plaisir à trouver ça. Donc, dans mes précédentes pièces, j'avais toujours des créations originales pour les musiques, mais qui étaient soit interprétées un peu, ma toute première pièce, ils créaient aussi la musique et puis ils jouaient. Dans ma deuxième pièce, c'était une création musicale qui avait été enregistrée, pareil pour la troisième. Et donc là, on est revenu sur une composition créée avec les comédiennes musiciennes. Et là, sur la prochaine pièce, je repars sur une écriture qui est un peu dans le même esprit de rythmique, et avec un compositeur qui sera donc Anthony Touzalin d'ailleurs, qui est celui qui jouera le set live électro tout à l'heure, et qui est, je l'appelle paysagiste sonore, et qui justement peut créer aussi des atmosphères, et va m'aider aussi à mieux articuler ce travail-là, parce que c'est vraiment toute une langue avec laquelle je suis encore assez malhabile, mais auquel j'ai beaucoup de plaisir à explorer, tout en essayant de rester très théâtral. Et c'est vraiment la priorité de mon axe de création. Voilà. Alors il y a une dernière question que moi je voudrais vous poser, puis après je pense que le public, on va en avoir d'autres, mais c'est donc toi tu as féminisé tous les noms du monde ancien, si j'ai bien suivi. Tout là où il peut y avoir des le et des un, c'est des là et des une. Alors en fait c'est cette question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Sur scène, tu n'as que des actrices, donc cette part de féminin elle est très excipiée. Est-ce que dans vos conceptions la part féminine de l'être humain pourrait sauver l'humanité, ou c'est un hasard? Qu'est-ce que vous avez imaginé au travers de ça, de ce propos? Alors le texte de Là le feu est écrit en écriture inclusive en fait, et donc, du coup à la base il devait y avoir 2 femmes, un homme, donc au final au moment des castings j'ai vu que c'était ces 3 personnes qu'il me fallait, et que c'était 3 femmes, donc forcément ça fait un parti pris
très 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 fort, et en même temps dans lequel finalement je suis très content, et on a féminisé, donc comme j'ai dit, le texte. Et en fait, oui, c'est un peu, c'est un peu la domination ordinaire, quoi. C'est un peu le fait qu'il y a une pseudo-égalité, mais qui n'est pas réelle. Et comme il y a un effondrement ordinaire, en fait, un peu. Et du coup, moi, je voulais vraiment avoir plus de femmes, parce que dans le métier, déjà, je pouvais avoir le choix de ne pas avoir de genre, parce que l'écriture n'est pas genrée. Mais je voulais vraiment avoir plus de femmes sur scène, parce qu'il y a 2 fois plus de... Je fais des stats un peu à la louche, hein, mais il y a 2 fois plus de femmes comédiennes que comédiens, et 2 fois plus de rôles masculins que féminins. Donc voilà, donc c'était déjà un acte militantiste, et puis après, là, effectivement, avec 3 femmes qui sont finalement assez badass sur scène, ça donne encore plus de sens, je crois, à la pièce. Mais c'est venu plus par accident que par sens dramaturgique, en tout cas. Mais c'est un heureux accident. De ton côté, Sarah, alors Ouais, il y a de l'ordre de l'accident, de leur accident et de la volonté. Moi, j'ai pas particulièrement... j'ai pas fait de casting parce que les comédiens avec qui je travaille, on s'est rencontrés depuis longtemps, et c'est des gens avec qui je continue à travailler pour créer... On est plus sur une logique de troupe, en fait, où je dirige les projets, mais du coup, j'avais comme contrainte les amis que j'ai rencontrés, avec qui je veux travailler, qui sont des hommes et des femmes. Et donc, alors, après, ça a bougé pour des raisons personnelles. Il y a un comédien en moins. À la base, il y avait 2 hommes, 2 femmes. Finalement, il n'y a plus qu'un homme et 2 femmes. Mais de manière générale, comme on voulait travailler, on a parlé de ce que tu as dit tout à l'heure, le côté complet, essayer d'être tout le temps complet et complexe, vu que le sujet nécessite d'être complet et complexe. La question du genre, la question du patriarcat, elle fait partie de ces questions d'effondrement. De se poser, est-ce que si le rôle de la femme était autre dans notre société, on n'en serait pas là. Du coup, il était nécessaire que ça existe à un moment donné. Donc ça s'est traduit dans l'écriture à d'autres endroits. Par exemple, ce personnage qui est là s'appelle Didier. Et donc au tout début, il y a plein de choses. C'est questionnant parce qu'on dit on va accueillir Didier, donc on parle beaucoup de ce personnage de Didier qui va arriver, et puis quand il arrive, c'est une femme. Donc voilà, c'est juste que ça rajoute à jouer avec cette question qui est présente en fait dans notre société. Et en fait, le langage a été féminisé parce que à la base, je voulais travailler sur la transformation du langage, parce que le langage se transforme pour vraiment rajouter à cet imaginaire de futur crédible. Tout est transformé, hein, à l'échelle de 50, 60 ans, on ne parle pas de la même manière. Et du coup, on cherchait des choses, il y a eu plein de choses différentes, et féminiser a fait partie des choix, et au plateau, ça s'est révélé être le plus efficace. On était parti aussi sur des choses où on parlait qu'en abréviation, parce que c'est quelque chose qui est hyper présent maintenant, et puis ça serait devenu... où on poussait encore plus l'anglicisme, des choses comme ça. Et finalement, parce que finalement c'était un hasard qui raconte énormément, on a choisi celui-là. Après, on ne raconte pas. Alors, il y a beaucoup de frustration de gens à la fin du spectacle qui viennent nous dire mais je pensais qu'à un moment donné, on allait comprendre pourquoi ça parle en féminin. Est-ce que du coup, ça veut dire que c'est le pouvoir, c'est les femmes qui ont le pouvoir? Est-ce que c'est ça? Et en fait, on ne répond pas à ces questions-là justement pour que... nous, on s'y est répondu. Par exemple, à un moment donné, on s'est dit peut-être qu'il y a une année, en 2030, ils se sont dit il y a eu tant d'années de patriarcat, maintenant, on va faire tant d'années de matriarcat. C'est notre solution à nous. C'est pas du tout raconté dans le spectacle. Mais du coup, les gens peuvent se raconter ce qu'ils veulent. C'est pas du woman washing, c'est pas le béton, on l'appelle la béton, et du coup, il détruit plus la planète. Ah non. non, il est... Ça reste aussi nocif. Non, puis les personnages, de toute façon, dans le spectacle, ont toujours autant d'ego et de problèmes. Tout ne s'est pas arrangé d'ici 2070. Non, tout ne s'est pas arrangé. Non, il y a toujours des hommes qui ont toujours envie de couper la parole à toutes les femmes dès qu'elles parlent. Alors, s'il y a des hommes ou des femmes qui veulent nous couper la parole maintenant, on prend les questions. Qu'est-ce que vous attendez de vos propres créations, de vos propres œuvres? Là, c'est l'artiste qui parle, mais c'est dur quand même. Moi, je pense pas qu'on va changer le monde, mais on est en renfort en fait à tout un discours en fait. Donc on a la place qu'on peut, et le théâtre n'a pas la même portée que
la télé, Oui, mais exemple, tu as dit un truc qui m'a vraiment choqué, parce que je suis tout ce que tu fais ici sur Radio. Tu m'as dit, les gens qui sont sur le militantisme, ils ne viennent pas de voir la pièce de théâtre, c'est pas le même public. Moi, je ne comprends pas ça. Pourquoi est-ce que les publics ne se croisent pas assez? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça? Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que les gens se mettent eux-mêmes dans leur propre cloison? Pourquoi est-ce que les gens qui veulent changer le monde, finalement, se créent eux-mêmes leur propre mur, en fait? Parce qu'on est pris par nos propres enjeux tout le temps, en fait. En fait, quand tu creuses un sujet, tu veux, à mon avis, j'ai l'impression que quand tu veux creuser un sujet, tu focalises, tu affines, tu te spécialises, mais que tu fais forcément l'impasse, en fait. C'est des questions de choix. Quand tu axes ton regard, j'ai l'impression, quand tu axes ton regard, nous, vers le théâtre, en fait, oui, ok, je peux parler théâtre et te parler de milliers de metteurs en scène, de comédiens, de spectacles, machin, et de d'aspects hyper techniques, parce que je me suis spécialisé là-dedans. Ouais. Mais à côté de ça, j'ai des grosses impasses, en fait. C'est pour ça que j'ai créé le cycle, c'est pour essayer de décloisonner ces impasses, mais c'est pas simple non plus, en fait. Donc moi, je le fais, c'est dur, mais c'est pas ni impossible ni sans sens. Enfin, ça arrive quand même, justement, et c'est ces accidents qu'il faut arriver à créer. Et par rapport à ce que tu dis tout à l'heure, je n'étais pas du tout d'accord sur le fait que c'est pas du tout les gens, comme tu dis, c'est la politique qui change absolument tout. Le déclic, en fait, pour moi, c'est que la politique, en fait, sait en fait tout ça. Elle est déjà très très informée des théories des effondrements et se prépare, en fait. Et elle se prépare dans son coin. Et c'est, en fait, elle considère la population, j'ai l'impression, comme des dommages collatéraux à d'autres enjeux qui sont très liés à la finance et l'économie. Ça, oui, je suis d'accord, mais il n'empêche qu'on ne peut pas attendre grand-chose non plus. C'est pour ça, en fait. Mais du coup, comment tu te reconstruis politiquement, en fait? Est-ce que, du coup, tu continues à voter pour ces personnes, ou est-ce que tu constitues des groupes, des collectifs, des personnes avec qui, justement, tu trouves une union et peut-être une autre façon de s'organiser que la démocratie représentative, qui, finalement, est le modèle le plus démocratique des modèles à proposer, alors que ça n'en est pas un, en fait, de base. Et qu'on te dit que c'est ça ou la dictature, et qu'est-ce qu'est une dictature, voilà. Donc en fait, finalement, peut-être que c'est une question d'échelle et de retrouver justement, avant la politique, la citoyenneté, quoi. Comment toi tu te positionnes. Après, on peut quand même dire aussi que depuis quelques années, de manière très récente, on se rend compte que les gens sont de plus en plus violents par les mots. Sur les réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus les uns contre les autres. Pour rien, en fait, pour le moindre petit détail qui est passé comme ci, qui est passé comme ça, en fait, on ne peut même plus dire des choses. Et je trouve que cette violence-là, qui est plus ou moins virtuelle sur les réseaux sociaux, arrive quand même sur nos sociétés, en fait. Heureusement, il y a quand même des choses belles dans le monde. Moi, je vois surtout ce qui est beau, j'essaye. Mais cette violence-là, elle n'est pas positive pour pouvoir construire des choses pour la suite. Je trouve que c'est un frein énorme à tout. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ouais, c'est bien s'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir. On peut prendre 2-3 questions à la fois et puis. Juste, je voulais rebondir. Est-ce que tu parles de violence parce que finalement, on est dans un monde de plus en plus minoritaire. Oui. C'est ça que tu Oui, bien sûr, oui. C'est que justement, en fait, on voit qu'il y a une sorte de haine qui est visible dans le monde dans lequel on est, que ce soit dans le monde physique que dans le monde virtuel, sur les réseaux sociaux. Il se passe quand même des choses énormes sur les réseaux sociaux. Il y a quand même des gens qui se tuent, qui se sont suicidés en live. Pareil, il est quand même dans un monde complètement bizarre, abstrait, donc je ne comprends pas. Et bien sûr, pour les différentes classes sociales, je ne sais pas comment dire, pour les écarts, ils sont pires qu'avant. Et je ne sais pas comment le monde avance, parce qu'il est beaucoup construit sur des choses de violent quand même, de haineux aussi. Donc ça inquiète pour la suite. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ta réflexion, c'est que c'est que même si le monde est violent et que les gens ont des pulsions paniques qui sont égoïstes, en fait, nous sommes les gens et on ne peut pas faire ça en fait. Moi, je me dis que construire autre chose, va falloir se faire confiance les uns les autres. Ah bien sûr, je suis d'accord avec ça. Et même se faire confiance à d'autres qu'on ne connaît pas, parce que sinon on reste dans notre groupe du pote et c'est cool, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas sûre. Et quand tu parlais de
Jonathan, de mettre en scène quelque chose de dark et de violent et de difficile, alors que ton autre spectacle était plus fun et tout. Il ne faut pas forcément cacher cette part sombre de nous-mêmes, il faut composer avec, quoi. Et je pense que la violence peut être moteur, la colère, la haine aussi, mais peut-être diriger ça vers autre chose. Mais je pense qu'on ne peut pas en faire abstraction. Ce que je veux dire, c'est que cette violence, pour moi, elle ne crée pas. C'est une violence. C'est ça que je veux dire. C'est que cette violence, elle est entre les gens. Et tant que les gens se mettent de violence entre eux, ça ne crée pas et ça n'avance pas. Toi, ce que tu dis, je suis vraiment d'accord. Il faudrait que cette violence serve la cause, finalement. Et ça, parce qu'il y a une création, en fait. Que ça fasse quelque chose d'avance. C'est ça que je veux dire. Non, mais je me dis peut-être aussi que la violence qu'on ressent systémique entre nous, ou entre les classes, entre les gouvernements et les gouvernés, entre blancs à différents endroits, elle est aussi symptomatique de quelque chose. Et du coup, pas tout rejeter en bloc en disant ah non c'est trop violent, comme quand on rejette les gilets jaunes parce qu'on pense qu'ils sont trop violents, mais peut-être qu'ils ont quelque chose à dire dans cette violence, et peut-être qualifier les gilets jaunes de violents, ça veut dire aussi quelque chose de nos sociétés. Voilà, c'est pas pour dire que je suis pas d'accord avec ce que tu dis, juste qu'on peut pas faire abstraction de ça parce qu'on est comme ça en fait. Je ne fais pas abstraction de ça. C'est simplement que cette violence-là, moi je ne sais pas quoi penser, mais elle est violente tous les jours, elle est violente pour moi. Et là, vous, surtout, on va ramener quand même sur la création, vous voyez bien que les créations amènent à ça, donc à ce débat, à cet échange-là. Mais en tout cas, c'est bien que le théâtre soit là pour qu'on le voit, qu'on en parle, qu'on débatte. Et merci pour ça. Moi, tu demandais pourquoi on a fait ces créations. Enfin, je ne sais plus exactement ta question qu'on avait formulée, mais pour vous, c'était quoi le but de votre œuvre, même si moi j'ai effectivement ça. Ouais. Du coup, ce que tu viens de dire répond grandement moi à la question, c'est que ça a été pour mon premier spectacle Triple M sur le travail, et là sur Apocalypse, mon plus grand souhait c'est qu'après le spectacle, les gens s'engueulent au comptoir en disant mais non, mais tu peux pas penser ça sur la société, et qu'ils en parlent entre eux, et qu'ensuite ou qu'ils s'engueulent pas, au contraire, mais on peut aussi parler sans s'engueuler. Ça fonctionne déjà rien que quand vous parlez de vos créations. Mais en tout cas que le sujet devienne omniprésent et que du coup ensemble on en parle et qu'on se comprenne les uns les autres de pourquoi un tel le vit comme ça, pourquoi un tel trouve que telle action est débile ou pas débile, et pourquoi, en fait qu'on en parle tout le temps pour trouver des solutions et pour que en fait ça devienne une et on a besoin de parler de ça. Une suite. C'est ça que je veux dire aussi. On a besoin de parler de cette violence-là, de pouvoir comprendre les choses. Pardon, mais c'est ouais, putain de masque. Je veux dire, on a besoin de parler de ça, de pouvoir comprendre les choses. Ouais. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, d'aller sur le théâtre pour avoir des œuvres comme ça, c'est utile. Parce que moi, dans mon quotidien, j'ai pas de moment, j'ai pas d'espace où je peux parler de ça. On peut parler, je trouve ça chouette. Puis après encore. Et c'est le théâtre qui amène ça. J'insiste sur ça parce que comme on est quand même dans une période Covid et qu'il n'y a plus par là, il n'y a plus de culture et couper, fermer, entre lieux, et un peu, donc ça fait quand même du bien d'avoir ça aussi. C'est pas forcément là sur le long, sur le cycle, c'est chouette. Donc voilà. Ça sert en tout cas pour comprendre, ou essayer de comprendre. C'est quand même, on est quand même sur des sujets vastes et complexes. Hein. C'est bien pour les enfin, moi je sais que j'avais à cœur que des gens puissent se reconnaître dans des personnages, quels qu'ils soient, et du coup se dire ah mais en fait on est en train de parler de ce que je vis moi, donc je suis pas seule. Et du coup moi je sais que je l'ai vécu sur des spectacles où il y a un spectacle qui s'appelle je vais vous le citer parce que je pense que c'est vraiment un spectacle à voir dans le sujet, il faut juste que je me souvienne du nom de la compagnie, ça va me revenir, la compagnie débordante. Hein? C'est ça, la débordante. Ouais. Voilà, ceux qui m'éduquent. Comment le texte est amené, etc. Moi, Alexandra, je disais, ah, c'est exactement ce que je voulais dire, ce que je vivais, et ça fait vraiment du bien. Donc, il y a ça aussi, de pouvoir apporter en fait un peu de bien. Enfin, je sais, enfin, moi, à un moment donné, je prenais ça comme exemple. Je sais que pendant les guerres mondiales, il y avait des spectacles qui parlaient de la guerre, et en fait, ça faisait du bien de pouvoir aller voir un spectacle qui en rit, qui détourne, c'est de la satire, c'est ok, on rit du pire, mais en fait.
Enfin, moi, j'ai vraiment l'humour, pour moi, c'est avec ça qu'on pourra soulever des masses, quoi. Tu vois, effectivement, tu parlais de qui était fun, ton spectacle. J'ai pas vu le premier, donc j'ai vu le deuxième hier soir, qui effectivement, tu l'as traduit toi, mais moi j'ai trouvé que c'était un coup de gueule d'angoisse un peu. Enfin, c'est très bien retranscrit, et il y a un peu d'humour, donc ça nous permet, comme tu dis, la respiration, mais en tout cas, c'est à ces moments-là, pour moi, où dans l'humour, que déjà qu'on retrouve un peu qu'on recroit un peu en l'humanité, parce que l'humour c'est une des belles choses qu'elle sait faire par rapport à tous les autres, et du coup c'est un endroit où on peut s'unifier. Effectivement, on a énormément de divergences, et c'est comment retrouver ce qui nous unit pour imaginer la vision de société qu'on veut, alors que tout nous oppose presque, dans cette société. Et du coup, j'ai l'impression que à travers l'humour, on peut faire beaucoup de choses. Donc, moi, c'est vrai que c'est mon axe de création, il est vachement basé sur l'humour. C'est sûr qu'en 2070, quand ils vont nous voir, s'ils ont des photos ou des images de nous avec tous nos masques, peut-être qu'ils vont beaucoup rigoler quand même. Ouais. Peut-être qu'ils vont voir des vidéos de nous qui font une conférence, parlant du futur, ils disent tiens, mais ils avaient que ça à foutre. Il nous reste 5 minutes de questions avant peut-être de débattre de manière plus informelle, comme on a presque commencé de le faire en buvant un coup après tout. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui voudraient poser des questions sur le processus de création même? Oui. Je me demandais comment vous avez apporté ce sujet de l'effondrement avec vos interprètes. Est-ce que c'est des questions qui leur parlaient aussi? Ça a été un processus. Hein. Enfin, vraiment au même titre que ça l'a été. Il y a à la fois le fait que, ce que je disais tout à l'heure à Yann, c'est que en tant qu'artiste, de créer un spectacle sur un sujet dont on n'a aucun recul nous-mêmes et qui est en train d'être vécu par la société, c'est hyper difficile parce que c'est hyper difficile de le communiquer, déjà ne serait-ce qu'à nos interprètes. Mais pourquoi tu veux dire ça? Et alors, c'est quoi le pain? Parce qu'en fait, on est constamment déjà en train de rechercher notre point de vue là-dessus, la bonne prise de recul pour amener l'humour, par exemple, ou le choc, ou le machin. Donc, et eux, moi personnellement, ils ont fait le chemin aussi, mais un peu en décalage, puisque moi, quand je leur amenais le propos du sujet, du spectacle, j'avais déjà fait ce cheminement. Et il y a eu un peu de tout, personnellement. On a beaucoup de confiance dans notre équipe, donc une grande confiance dans l'idée que oui, ça peut être intéressant, mais il y a eu par exemple des réactions de base au début, genre franchement, sérieux, on va se faire un spectacle écolo. Tu vois, et moi devoir défendre, mais non, mais c'est pas qu'une question juste d'écolo, bobo, trier les déchets là. En fait, là c'est juste le plus grand sujet du monde à apporter, et je vois pas d'autres créations à faire. Moi je voyais pas d'autres, j'avais vraiment du mal à voir d'autres choses qui parlaient d'autres choses que de ça, de toute façon, que ce soit théâtre, cinéma, bouquin. C'était compliqué d'ailleurs pour eux, parce qu'au bout d'un moment ils disaient Sarah, viens, on regarde une série, et ils se moquaient de moi, quoi, parce que j'étais vraiment. Et finalement, ils ont fait aussi leur chemin, aussi du fait qu'on avait plein de scènes, j'avais plein de trucs, plein de choses qu'on a enlevées parce que la réalité a rattrapé la fiction. Et je pense que chez eux, ça a fait aussi un truc de ah ouais, en fait, ce dont on est en train de parler, etc., je commence à le voir dans mon quotidien. Je commence à le suivre. Les gilets jaunes, ça a été un gros truc aussi, moi, dans le processus d'écriture, parce que j'avais une scène qui ressemblait à peu près aux gilets jaunes. Ça s'appelait Le Grand Sursaut, et c'était des citoyens qui se mettaient à casser les ronds-points pour faire des écothésades, etc. Et puis, bon, c'était pas tout à fait ça, mais en tout cas, il y avait de cet ordre-là, et créé par un choc pétrolier. C'était un peu... Et finalement, ça, je l'ai enlevé de l'écriture, parce que la réalité était plus intéressante à comprendre et à vivre, et en plus, elle était plus complète que ce que moi j'avais imaginé, parce que j'avais pas du tout anticipé tous les rapports de confrontation qui ont pu ressortir de ce truc-là, fin du monde, fin du mois, même combat, etc. Enfin bref, qui était vraiment hyper intéressant et qui faisait encore plus ressortir le truc. Et donc tout ça, moi les comédiens, c'est aussi le fait d'avoir la réalité qui en fait faisait ressortir le sujet au bout du jour et de sentir qu'ils le travaillaient eux, fait qu'ils se sont mis qu'ils se le sont appropriés, qu'ils ont apporté aussi eux du coup leur point de vue. Mais des fois c'était compliqué, c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre en scène cette scène finale où le metteur en scène débarque. Et il y a des comédiens qui est embauché sur le spectacle depuis 4 ans et qui dit mais moi en fait j'y crois pas à ton truc depuis le début, ça me saoule. Et du coup, parce que pourquoi pas, en fait on peut très bien être comédien interprète dans un spectacle comme celui-là et puis pas du tout
pas du tout soit y croire ou même vivre quoi que ce soit de particulièrement perturbant vis-à-vis de ça, quoi. Être dans le déni, ou je sais pas comment. Ouais, c'était présent, toutes les phases. Et maintenant, on est assez soudés là-dedans. On a tous envie de porter ce spectacle. D'ailleurs, après le confinement, où on s'est dit mince, on va pas pouvoir jouer, toutes nos dates de l'été étaient annulées, quasiment, parce que les gros festivals ont été annulés, etc. On s'est réunis et on a tous été d'accord pour réorganiser une tournée alternative dans des petits lieux, des petites associations, des cafés, des théâtres, enfin, c'est en extérieur, mais qui avaient des extérieurs, à moindre coût pour jouer, parce que ça me paraissait primordial que le théâtre, parce que tu l'as expliqué, et ce spectacle en particulier qui parle de ça, de ce qu'on est en train de vivre, parce que pour moi le Covid, comme le gilet jaune et comme d'autres choses, c'est juste des symptômes de en fait, l'effondrement qui est en cours depuis déjà un moment en fait. J'ai un peu du mal avec cette phrase de s'il arrive. Il est là. Ouais, enfin voilà, je pense que je sais pas trop à quelle échelle, c'est plus tard dans 150 ans on datera. J'en sais rien, pour l'instant on peut pas trop dater, en tout cas je pense qu'effectivement on est dans une époque charnière. C'est une chose dont on a discuté dans les éditions précédentes, c'est l'idée que l'effondrement, pendant longtemps on a cherché à le dater comme un phénomène brusque, soudain, du jour au lendemain, on va se coucher, ça se passe bien, on se lève, c'est Mad Max quoi. Et puis l'ensemble des réflexions auxquelles on a pu participer, écouter, contribuer, montre qu'on n'est pas tout à fait dans un phénomène comme ça. Pour répondre à la question qui a été posée, avec tes actrices, tes interprètes, de ton côté, est-ce qu'elles étaient déjà convaincues ou est-ce que ça a été non seulement une co-construction, co-réalisation artistique et intellectuelle autour de cette question? Moi, ça a moins été un enjeu parce qu'en fait, quand elles ont fait le casting, il y avait déjà un extrait de texte, ça donnait déjà bien le ton en fait. Et en fait, l'identification, qui est quand même ce qu'on cherche à créer dans la pièce, fait que tu te sois très très engagé ou pas du tout sur ces thèmes, en fait, tu t'y retrouves. Et d'ailleurs, elles n'ont pas du tout les mêmes positionnements sur le sujet, toutes les trois. Donc, ça n'a pas été un enjeu majeur sur la création, puisqu'à chaque fois, finalement, c'est le point de vue de l'écriture qu'elles interprètent et qu'elles ont plaisir à interpréter. Donc, c'est plus du plaisir de création qui s'est construit. Et puis, après, de toute manière, une personne qui a envie de parler d'effondrement, c'est une personne qui va aller vers toi. Et si toi, tu ne parles que de ça, et pas trop l'inverse, parce que sinon, tu forces un dialogue qui est peut-être sourd, en fait. Donc, elles sont venues, elles ont posé plein de questions pendant la pièce, j'en avais pas toutes les réponses de toute manière, hein, donc des fois je leur ai dit va lire ça, va voir ci, ouais, ça c'était un peu. Et puis voilà, après elles le font, elles le font pas, voilà. Donc moi j'ai une réponse qui change tous les jours, donc voilà, donc ouais, ça. Et puis c'est pas plus mal parce que ça crée une distanciation qu'elles choisissent ou non de mettre par rapport au projet. Par contre, on a fait le même sacrifice, c'est que là sur le cycle effondré. Concrètement, là c'est tellement pas viable financièrement, on fait tout à perte, de sorte en fait que les comédiennes et toute l'équipe artistique a accepté de ne se payer qu'un seul cachet en fait, alors que ça en vaut 5-6 là, les 3 dates plus les répètes, etc. Donc voilà, c'est un gros choix aussi militant par la force du sujet et la prégnance du moment quoi. Voilà. Ouais. Ouais, bah, je rebondis juste ça, par exemple, il y a des scènes où, pour le coup, nous, ça a été vraiment un sujet, mais parce que eux-mêmes étaient en train de comprendre ce qu'ils en pensaient. Et moi, nous, on est assez poreux dans la création, vu que je fais de l'écriture de plateau, c'est-à-dire que je leur propose un canevas. Là, c'est pas le bon exemple la scène là, mais je leur propose, par exemple, il y a une scène, c'est un repas de famille, et donc j'aurais dit au début, voilà, des gros stéréotypes. Toi, tu vois, c'est ce genre de personnes, tu vas prendre l'exemple des amis, de la famille, on a tous des gens autour de nous qui correspondent à tous les stéréotypes. Toi, tu prends ça, etc. Et moi, j'aimerais bien qu'ils disent ça, ce personnage. Et puis, tu vois, la comédienne ou le comédien en face de me dire, mais non, mais moi, je suis pas d'accord, en fait, je pense pas ça, je pense pas qu'il faut dire ça comme ça. Je dis, ouais, mais justement. Et en fait, presque, c'était plus intéressant. Enfin, c'était des cobayes un peu presque des fois. Tu vas te dire, bah oui, c'est justement parce que tu le dis comme ça que ça m'intéresse. C'est bien le point de départ de tous les problèmes. C'est parce qu'on ne peut pas qu'il faut dire. Enfin, donc, c'est que c'était hyper enrichissant, quoi. Et après, il y a eu des trucs aussi bêtes et méchants. C'est que moi, j'étais bloquée, par exemple, je voulais des masques, je voulais des animaux. Donc là, par exemple, on a une scène où on parle d'extinction de masse. Et donc, ils jouent, c'est les animaux qui viennent chanter aux humains leur colère. Et donc, c'est Toto la tortue.
et Dodo le dauphin. Bon, bref, et du coup, on avait ces personnages-là. Et moi, j'avais un problème sur les costumes parce que je voulais vraiment pas acheter des trucs made in China. Et je disais, comment faire? Et en même temps, j'avais pas envie d'un truc couture qui fasse. Enfin bref. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un comédien qui a craqué, il en avait trop marre d'attendre. Il a commandé sur Amazon des masques. Et vraiment, j'étais. Et en même temps, ça a vraiment permis d'avancer sur cette scène. Et en même temps, moi, j'étais là. Il y a des trucs bêtes et méchants comme ça dans la création qui sont constamment présents. Mais du coup, oui. Et puis, ils comprenaient pas pourquoi je bloquais en fait sur ouais, mais qu'est-ce qu'on prend comme costume et tout. Et c'est parce qu'en fait, c'était un enjeu interne à moi. Qui ne concerne pas vraiment la création, qu'eux ils n'avaient pas à ce moment-là, tu vois. Bon, bref, donc, tu vois, c'est une bonne question, juste dans l'idée qu'effectivement, ça, on le raconte pas trop, mais c'est lourd, ça fait vraiment partie du truc, quoi. Voilà, alors c'est un peu comme l'effondrement, on est obligé de s'arrêter de manière un petit peu brutale. J'espère que vous avez tous passé un bon moment. Le festival continue encore une dizaine de jours. Un des axes dont on n'a pas parlé, c'est toutes les questions autour de la relation vivant humain et vivant non humain. On en parle des animaux, notre rapport aux animaux et aux petits êtres, à ces microbes. On attend tous avec impatience l'extinction des masques, mais on n'est pas pressé de voir la 6e extinction de masques. Donc voilà, merci à tous, merci encore au Périscope pour l'accueil et tout ce qui a été mis en œuvre pour permettre cette rencontre. On se dit à très bientôt et merci à vous deux. Merci de m'avoir invité, voilà. Juste, oui, applaudissez. Et donc dans 10 minutes, 15 minutes, Pierre-Éric Sutter est arrivé et va nous parler va nous faire une conférence qui s'appelle Requiem pour les temps futurs. Et donc c'est juste ici, maintenant. Donc là, en fait, c'est juste un entracte, si vous le voulez. Et puis après, effectivement, il y a le spectacle après, donc Crescendo et là le feu. Voilà, donc je vous invite à rester, ça va être passionnant. Merci en tout cas.